le vin, ça doit être un actif liquide, il est liquide dans des périodes compliquées. On va pas demander à un restaurant d'acheter des bouteilles de vin alors qu'on est en plein Covid. C'est trivial. Et dire que des grands crus sont trop chers, non, il y a des grands crus aujourd'hui à 15, 20 euros en primeur qui sont tout à fait accessibles. Sachant qu'on a un investissement qui a 5, 7, 8 ans, aujourd'hui c'est clairement le moment d'investir parce qu'on a des opportunités énormes, notamment les fameuses opportunités de marché, donc l'achat de livrables, parce que dans 5, 7, 8 ans, le marché se sera réinventé, sera reparti et voilà, donc là on est dans un moment où il faut acheter et surtout pas revendre. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Le problème quand on s'intéresse au vin comme actif d'investissement, comme tout placement plaisir, c'est qu'il est facile de perdre de vue la performance purement économique et financière qu'il dégage au profit d'un aspect plaisir qui lui est par nature difficile à valoriser. L'autre problème de l'actif vin, c'est qu'il a été et continue à être la proie de beaucoup de tentatives d'escroquerie qui attirent aujourd'hui beaucoup de méfiance sur son origine ou sa qualité, surtout quand il est négocié par des intermédiaires. Alors comment intégrer le vin dans son patrimoine et quel modèle adopter pour y investir sereinement? C'est ce qu'on va voir avec notre invité du jour, Thomas Ebrard, fondateur de YouWine, un négociant et gestionnaire d'actifs spécialisé dans le vin avec plus de 800 000 bouteilles et 37 millions d'euros sous gestion, qui s'est donné pour mission de redonner aux investisseurs un accès direct aux grands crus. Au cours de cette conversation proposée par YouWine pour les investisseurs 4.0, on verra entre autres comment est organisée la filière du vin, quels sont les critères qui déterminent le prix et quelle influence exercent les classements et les avis d'experts, pourquoi et dans quel cadre s'intéresser au vin primeur, comment YouWine garantit les conditions parfaites de stockage et de traçabilité, à quel type de rendement et de fiscalité doit-on s'attendre. Tu devrais sortir de la conversation plus équipé pour démarrer tes allocations vin avec sérénité. Et si le modèle de YouWine te séduit, n'oublie pas de mentionner le code promo PACO à ton inscription qui t'ouvre droit à un crédit de 25 € sur ton prochain investissement. Avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui ont laissé un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Un gros merci à Catherine et Tristan pour vos avis chaleureux sur Apple Podcast cette semaine. Ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup à faire découvrir le podcast à plus encore de monde. Allez, sans plus attendre, place à notre conversation sur l'investissement dans le vin avec Thomas. C'est parti. Salut Thomas, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de ton accueil. Merci à toi. Écoute, on va parler un peu d'un actif qu'on parle pas souvent sur le podcast, qui est le vin, et un petit peu sur un modèle économique peut-être différent de ce qu'on peut voir autrement. Donc c'était intéressant d'avoir ta présence pour parler de ça avec YouWine. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter aux gens qui connaissent peut-être pas encore? Avec plaisir. Donc moi je m'appelle Thomas, je suis marié, j'ai 3 enfants. Ce sont mes piliers de vie, mon équilibre avec ma vie d'entrepreneur qui est très très dense. Je suis né à Arcachon, donc l'eau aussi est un élément important de mon équilibre avec également le vin, parce que je suis issu d'une famille de viticulteurs depuis un paquet de générations. Donc voilà, l'eau, le vin aussi. Je me destinais pas à travailler dans le vin parce que je suis ingénieur en aéronautique. Après j'ai fait une grande école de commerce. J'ai travaillé dans le conseil en stratégie et en fait, lorsque j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à gagner ma vie. J'ai voulu me créer ma cave personnelle. J'étais parisien. Et donc je voyais les frictions, et un entrepreneur, il aime bien avoir des frictions pour pouvoir trouver des idées. Et c'est là où le concept YouWine est arrivé en fait. Donc YouWine, ce n'est que l'extension de ma philosophie de cave. Ok, donc c'est deux expériences personnelles que tu t'as décidé d'investir dans le vin et de lancer du coup le YouWine par la même occasion. En fait, j'avais 3 convictions. La première, c'est que se créer une cave est un investissement. Et donc, à ce titre, il faut aller chercher les retours sur investissement. Et pour moi, ils sont plaisir, financier, évidemment, patrimonial, éducatif, en termes d'efficacité, de productivité au niveau de la gestion de cave, et aussi en termes de sens. Et on en parlera ensemble. Le deuxième, c'est la location. Le vin, ça prend pas dans des bouquins, mais au contact de ceux qui le font. Donc la location, c'est le contact avec la propriété. Ça répond à la problématique aussi d'investissement parce que ça permet d'avoir le premier prix d'achat. Tu pourras me questionner là-dessus. En ce moment, on est en plein dans la campagne primeur, donc on est en train d'acheter le nouveau millésime pour le compte de nos clients. Donc ceci, c'est un pilier important. Et le dernier pilier, c'est que je considère que le vin demande un lien de confiance pour être vendu. On achète la recommandation de ses potes. Et donc, j'ai créé un modèle économique qui est complètement basé autour de ça. Aujourd'hui, je travaille avec des banques privées. En fait, la relation de confiance est entre le client
et son banquier. Le bouche-oreille, évidemment, marche très bien. C'est le parrainage qui est incentivé aussi derrière. Comment est-ce que le vin, déjà, comment est-ce qu'on le voit justement, tu touchais sur un aspect intéressant qui est le vin, un produit de dégustation et aussi un produit d'investissement. Et il y a souvent un petit peu cette dualité où du moins l'un est un peu mis contre l'autre. On ne sait pas trop exactement quoi jouer en fait et de quelle mesure en fait on peut faire de l'investissement pour l'investissement ou est-ce qu'il faut être amateur de vin pour investir. Tu vois, entre le plaisir et l'investissement, comment est-ce que tu vois toi l'actif vin dans ce cadre-là? Il est essentiel de ne surtout pas découpler les deux. On peut être dans une logique d'investissement, mais il faut qu'il y ait de la consommation derrière, ou d'une logique de consommation avec un peu d'investissement derrière. Aujourd'hui, le marché est un peu complexe, et notamment à cause de cette spéculation qui est dure. Nous, on a un modèle qui est de valorisation. Et donc en fait, il faut absolument coupler tout ça. Il faut que l'investissement, qu'on peut donc valorisation ou spéculation, quelle est la bascule qui fait de l'un à l'autre. En fait, la bascule qui fait de l'un à l'autre, c'est de dire quel est l'actif et comment j'amène de la valeur derrière cet actif-là. Nos actifs, ce sont des caisses de grands crus, c'est ça les assets de nos clients. Et derrière, il y a des viticulteurs, il y a des gens derrière qui ont produit une bouteille et eux, ils produisent des bouteilles pour que leur bouteille soit bue. Donc si on rend l'investissement dans un cas de distribution, on est sur de la valorisation. Si on rend l'investissement pour le revendre à un autre investisseur qui le revend à un autre investisseur, là on est sur de la spéculation qui est dure et qui est vraiment très intense aujourd'hui. Ouais, donc il y a dans ce secteur vin en fait plusieurs manières d'entrevoir justement le vin, l'investissement et on voit qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'investir et on sent bien où est-ce que toi tu mets le curseur. Est-ce que tu peux nous décrire peut-être grosso modo pour les gens qui découvrent justement cet actif, en fait la filière, comment tu vois, du raisin jusqu'à le vin qui est sur la table, en fait quels sont ces acteurs, les principaux acteurs de cet écosystème, producteurs, distributeurs, etc. Donc on avait coutume d'avoir une chaîne de valeur qui était avec beaucoup d'intermédiaires. Bordeaux a une particularité, c'est qu'elle a un intermédiaire supplémentaire par rapport aux autres régions de France et du monde, c'est qu'il y a ce négociant-là, qui est un intermédiaire aussi avec un courtier, mais il prend 2% des échanges, mais il y a cette place de Bordeaux qui est structurée autour du courtage, mais il y a le négociant. Ensuite, on a des importateurs-distributeurs, et derrière, donc, qui était à une époque séparée, donc il y avait l'importateur, ensuite le distributeur, et ensuite il y avait le détaillant. Donc c'est là où on trouvait, détaillant c'est quoi? C'est le caviste, c'est le site internet, c'est l'AGD. Donc aujourd'hui, la chaîne de valeur, c'est resserré, et c'est bien aussi. L'idée, c'est d'aller plutôt sur un modèle. Donc il y a toujours ce négociant à Bordeaux. Après, c'est plutôt l'importateur-distributeur qui est là, et ensuite le détaillant et le client final. Et évidemment, l'importateur-distributeur va aussi commercialiser les vins auprès ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Gros canal de distribution et d'écoulement des vins. Et en termes de marché même, si on prend un peu de hauteur entre l'offre et la demande sur ce secteur, comment elles sont drivées ces deux aspects-là? Parce que c'est ce qui fait, j'imagine, une grosse partie justement de la valorisation d'un vin. La valorisation, elle est due à une demande qui est supérieure à une offre. C'est ça qui fait que les prix peuvent monter dans le temps. Il y a aussi une autre composante du vin qui est le seul actif qui a cette particularité-là, c'est qu'en fait le vin a une capacité à se bonifier dans le temps. Et donc, forcément, si le millésime gagne en qualité dans le temps, ça apporte aussi une composante de valeur. Et la dernière composante aussi qui permet d'avoir de la valorisation, c'est quand elle est dans un cadre de consommation. Donc, ça veut dire qu'il y a de moins en moins du vin / millésime dans le temps. Et donc, il y a une rareté qui est faite aussi derrière, avec une qualité qui était là. Donc, forcément, ça, ce sont les composantes naturelles qui permettent d'avoir une valeur. Faut savoir que attendre, c'est stocker. Et donc avoir des coûts. Et ça, c'est important de les avoir en tête aussi, c'est que en fait stocker aujourd'hui, ça a un coût. Quand on stocke chez soi, même chez soi, je considère que il y a un espace disponible qui a été alloué, donc il y a des coûts. Voilà, nous on a industrialisé ça. On a des entrepôts, on a 2300 mètres carrés à Bordeaux qui permettent de réduire considérablement les coûts dans des conditions évidemment de stockage impeccables. Donc ça, c'est des choses clés. Le sujet après, c'est de dire à partir de quel moment l'offre et la demande restent toujours actives. À quel prix il y a toujours cette demande. Et c'est vrai que les 3 années de Covid, ont supprimé complètement la demande. Pas de consommation, notamment par rapport au CHR, les restaurants fermés. Comment tu veux qu'ils puissent absorber du stock?
Les particuliers, évidemment, ont continué à consommer, et via notamment les nouveaux canaux comme le e-commerce, ça avait très bien marché pendant le Covid. Mais globalement, on s'est retrouvé avec des stocks qui étaient très importants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stocks sur les places. Et donc en fait, il faut que d'abord, si on prend toute la chaîne, déjà, ce restaurant, il dit, moi, j'attends d'écouler les stocks avant de pouvoir en racheter. Ensuite, le distributeur, lui, il a la même logique derrière, et l'importateur, il fait la même chose, etc. Et donc, on se retrouve avec des prix qui ont continué à monter en primeur, avec une distribution qui n'était pas forcément capable d'absorber l'écoulement des vins. Et en plus de ça, une spéculation qui s'est vraiment accélérée dans les années passées. Voilà. Donc c'est important aujourd'hui de comprendre ces marchés-là et de voir que en fait les vins dont on parle aujourd'hui, finalement ils atteignent des niveaux de prix que on n'est plus trop capable de s'offrir, et y compris dans le grand export. Donc il faut remettre tout ça à plat, remettre de la distribution dans notre quotidien, nous en tant que professionnels du vin, et mettre les produits qui vont bien pour les consommateurs, donc notamment les nouvelles générations. Et c'est tout ce que veut amener comme valeur YouWine. Ouais, parce que le piège, le pan dans lequel on peut tomber, c'est qu'effectivement c'est un actif qui est tiré par une consommation, notamment étrangère ou autre, qui devient tellement luxe, premium, que finalement il n'est plus accessible en termes de consommation pour le tout à chacun, quoi. Et voilà, exactement. Et il faut pas dépasser les limites, en fait. C'est ça l'idée. Sinon, si on dépasse les limites, on se retrouve avec finalement le caviste qui n'a plus de marge, parce que forcément c'est bradé sur Internet, parce que les gens n'arrivent pas à acheter, et tous les gens consommateurs, et j'en fais partie, ont tendance quand même à comparer avant de faire ces achats-là. Et donc forcément le caviste qui dit j'ai plus de marge avec notamment les vins de Bordeaux, qu'est-ce qu'il fait? Il va abandonner les vins de Bordeaux et acheter d'autres vins alternatifs. Tout l'engouement qu'on a pu avoir sur les vins de Bourgogne, de Languedoc, de Vallée du Rhône, d'Italie, c'est des allocations aussi qu'on a chez nous. Et ensuite après c'est le N-1 qui lui aussi commence à souffrir, il a plus de marge, donc il va délaisser ses vins pour d'autres, etc. Et c'est là où en fait le cercle devient un petit peu vicieux. Et donc si on repense distribution en mettant de la marge sur les acteurs, là on va ramener de la valeur. C'est un peu tout le sens le message que je suis en train de porter aujourd'hui. Et tu mentionnais donc dans les grands mouvements de l'offre et de la demande tout à l'heure, qui sont une composante de la valorisation du vin. Il y a d'autres choses, comme je pense notamment à l'aspect soit peut-être les classements, des gens qui connaissent, en fait, des experts en fait qui connaissent la qualité du vin, le nom de la maison également, de la propriété qui fait le vin. J'entendais notamment qu'il peut y avoir en fait un vin qui qualitativement n'est peut-être moins bon qu'un autre, mais qui sort d'une maison de propriété élogieuse, très très prestigieuse, je veux dire. Est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des choses en delà de l'aspect basique offre-demande pour déterminer le prix, est-ce qu'il y a des choses aussi qui peuvent un peu parasiter ou influencer d'une manière ou d'une autre, et à quel niveau on peut, dans l'analyse, quand on va faire un investissement qu'on peut consommer par ailleurs, mais l'intégrer, tu vois, de façon intelligente? C'est vrai que les classements jouent beaucoup. Et les classements sont tout à fait légitimes. Aujourd'hui, ceux qui sont classés méritent leur position. Après, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais les classements en Bourgogne ne sont pas du tout les mêmes que ceux dans le Bordelais. Il y a aussi des classements, notamment en Italie, avec qui sont un petit peu différents, mais dans le principe, oui, effectivement, c'est ce qui a permis de créer ces marques-là. De créer leur notoriété. Et évidemment, c'est des choses, des composantes qui ont été utilisées par notamment les consommateurs, mais aussi les investisseurs dans le cadre de leur sélection. Il y a aussi les notes des experts, les critiques, notamment Robert Parker qui a fait aussi beaucoup pour notre belle région. Donc elles aussi, elles sont importantes. Chez nous, elles le sont beaucoup moins. Alors on les utilise, mais elles le sont beaucoup moins. Nous, on a vraiment un modèle d'investissement qui va aller s'adresser au consommateur final. Et donc, à partir de là, le message qu'on veut donner à ces consommateurs finaux, qui finalement, c'est pas le classement qui les intéresse, qui veulent, c'est avoir un tiers de confiance, qui va les accompagner dans la constitution de leur cave et dans l'approvisionnement des vins. Et donc là, nous, le message qu'on donne, c'est dire, les vins qu'on vous propose, c'est les vins qu'on a chez nous. C'est les vins qu'on aime, c'est les vins qu'on boit, c'est nos vins de cœur, et qu'on est tous allocataires. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, c'est des vins de terroir. Et ça, c'est clé. Et dire que des grands crus sont trop chers, non, il y a des grands crus aujourd'hui à 15, 20 euros en primeur qui sont tout à fait accessibles. Alors, ça peut être cher pour certaines personnes, mais quand on est
dans une constitution d'une cave, bon, bah on commence avec une volonté d'aller chercher du vieillissement, de la garde. Il faut être quand même sur ce type de budget-là, mais à 15-20 euros, on peut commencer à trouver ce qu'on appelle chez nous des Rising Stars, des pépites, et c'est vraiment des vins extraordinaires. Alors, ils n'ont pas la même notoriété que les premiers, ils n'ont pas la même liquidité derrière aussi sur les marchés secondaires, donc pour nous les marchés B2B, mais notre modèle économique étant basé pour toucher le client final, bah finalement ces bouteilles-là, c'est des bouteilles qu'on va pouvoir revendre 40-50 euros, donc on voit qu'on a une performance quasiment de x2, et qui reste un budget pour un vin qui a 8 ans, 10 ans, donc qui a évolué au niveau de la qualité de son millésime, bah, qui reste toujours accessible. Et nous, notre vivier, c'est vraiment d'aller sur ce créneau-là. Évidemment, on a les top marques aussi. Mais voilà. Donc en fait, le risque, si on reprend sur l'investissement, si on veut, d'ailleurs nos clients, c'est ce qu'ils choisissent, un profil de risque. Si on va aller plutôt vers des legends, donc des premiers crus classés ou grands crus bourguignons ou les équivalents dans les autres régions, on va avoir moins de potentiel de performance parce que les prix d'achat vont être élevés, voire très élevés. Mais il y a une liquidité qui est supérieure parce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus forte, et notamment en B2B, alors que les Rising Stars, on va avoir un potentiel de performance qui est supérieur, mais une liquidité qui est inférieure. Ouais, il faut faire un petit peu la balance entre les deux, du coup, quand on investit. Il y a l'aspect aussi du temps on a la duration, en fait, la maturation du vin. Il y a une histoire d'apogée aussi, qui fait que, passer une certaine limite, en fait, on perd plutôt en qualité et en valeur, du coup, d'avoir stocké. Comment est-ce qu'on regarde ces aspects-là, justement? Le temps, elle est importante à nous, c'est au moins 5 ans. Alors, on peut commencer à mettre en désinvestissement des vins qui ont 3 ans, parce que souvent c'est parce qu'ils ont eu leur apogée un peu plus tôt en termes de valorisation, mais pas forcément en termes de consommation, parce que là, ça reste des grands vins qui peuvent aussi avoir leur apogée comme tous les premiers crus classés plus tard. Mais voilà, donc tout l'enjeu, c'est de voir, en fait, de faire le juste milieu entre mettre en vente au moment où je commence à avoir une belle performance, ou attendre un peu plus la maturité du millésime. Mais globalement, c'est vrai qu'il y a les vins ont tendance à se valoriser au moment où ils rentrent dans leur moment de consommation. Ça c'est quand même un élément clé. Donc c'est au moins 5 ans, en fait. Ça peut être des investissements entre 5 et 10 ans. Et là aussi, si je reprends nos profils, j'en ai oublié d'en donner un, c'est le profil Famous Second, c'est le profil intermédiaire. Donc en fait, les durées vont être différentes sur des Rising Stars, mais il y aura une durée d'investissement qui est plus courte. Ouais, c'est les 5, 7, 8 ans, alors que sur les Legends, on va être plutôt sur du 10 ans, et donc sur le portefeuille Famous Second, donc avec ses prix intermédiaires, on va être sur du 8-10 ans, quoi. Et sur les primeurs, c'est quoi comment jouer les primeurs aussi, enfin jouer entre guillemets, hein, mais comment les considérer? Est-ce que c'est vraiment, tu parlais des Rising Stars, donc du coup c'est des perspectives de rendement, en tout cas sur la partie invest, plus longue, parce que c'est des vins tout neufs, hein, effectivement, ou est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est à diversifier avec d'autres peut-être stratégies entre guillemets d'investissement sur des vins un peu plus legend, un peu plus les jeunes, c'est vraiment une catégorie de vins. Là, quand on dit les primeurs, je vais donner la définition parce que je pense que c'est important. C'est vraiment un moment d'achat. En fait, le principe de l'achat primeur ou d'allocation, parce que c'est la même chose, c'est d'être le premier acheteur du nouveau millésime du vin à potentiel. Donc, qu'il soit Rising Stars, Famous Second ou Legend, le principe, c'est d'avoir le premier prix d'achat. Donc, c'est-à-dire que le seul intermédiaire entre nos clients et le château, c'est nous qui avons notre marge sur ces prix-là. Et donc, on a une garantie de la compétitivité du prix. On sécurise le prix d'achat. Quand on veut faire un bon investissement, il faut bien sélectionner, mais il faut aussi bien acheter. L'avantage de ça, c'est que nous, grâce à nos allocations, nos accès directs, on permet d'offrir le premier prix d'achat. Donc, aujourd'hui, notre investissement est basé à 90-95% sur ce type d'achat, parce que on veut limiter au maximum le risque de moins-value sur le fait qu'on ait acheté des vins en livrable. Évidemment, si on a acheté en livrable, donc ce sont des millésimes qui sont plus évalués, des vins qui sont disponibles aussi sur les marchés. Forcément, les prix ont monté, donc il y a une marge qu'on n'a pas captée, qui est la différence entre le prix primeur et le prix livrable derrière. D'accord, donc on fait le parallèle avec les marchés financiers, vous êtes spécialisé sur l'IPO, quoi.
Eh ben exactement. En fait, dès que la boîte est introduite, alors l'avantage c'est qu'on a des comparables. Alors on peut le faire aussi sur une IPO et des comparables avec d'autres sociétés, mais nous on a des comparables avec les anciens, les millésimes, les millésimes précédents. Et on est capable aussi, parce qu'on connaît, lorsqu'on déguste les vins en primeur, on connaît la qualité des millésimes, donc on est capable de comparer avec d'autres millésimes et voir comment ils se comportent en termes de valorisation derrière. Il y a une notion qui est importante aussi, c'est que en fait chaque vin en fait finalement a une valeur de marque. Voilà, des vins de Lafite Rothschild, on va pas en trouver à 30 ou 50 euros. C'est plutôt 500, 800, même plutôt en livrable, c'est du 800 ou 1000 euros. Voilà, ça, on sait que ces valeurs de marque sont autour de ça. Et d'autres vins comme Château Ripaud, on est plutôt autour d'une cinquantaine, une soixantaine d'euros, donc qui est un Rising Star chez nous à Saint-Émilion. Voilà, donc en fait avec ça, si on a acheté moins cher, on sait que naturellement le vin va aller vers sa valeur de marque au bout de 5, 7, 8 ans derrière. Et il n'y a pas de risque de plantade, entre guillemets, de décorrélation entre la valeur du marque et pour une raison X ou Y, conditions météo ou autre, qui fait que la qualité même gustative est très mauvaise. La marque reste la marque, elle sort de la même propriété qu'un vin exceptionnel. Or, cette année-là, il s'est planté, c'est pas bon. Il y a des différentiels comme ça, il y a des mismatchs un peu. En fait, ça va se faire plutôt pas au vin. Voilà. Déjà, nous, on est sur un modèle où, en fait, comme on achète en primeur, on est globalement sur les 10 premières années du millésime, donc le risque de bouchon, parce que ça peut être un élément dégradant, donc le fameux goût de bouchon, donc détérioration du bouchon, il est relativement faible, parce qu'en plus nos conditions sont impeccables, donc il y a pas ce risque-là. Après, il peut y avoir des déceptions par rapport à la qualité du millésime. Ou des bonnes surprises aussi, parce qu'on peut l'avoir dans les deux sens. Typiquement, un millésime qui a été considéré comme un des très grands et qui aujourd'hui est un peu en deçà de ce qu'il était, c'est notamment 2009. Je parle pour les Bordeaux. Donc voilà, donc petite déception aujourd'hui par rapport à ce millésime qui était considéré comme les grands. Et à contrario, on prend 2011, qui est incroyablement bon, qui a mis énormément de temps à s'ouvrir à la dégustation, et donc et aujourd'hui qui nous apporte que du bonheur, quoi. Et donc il a mis énormément de temps à se valoriser. Le 2011, les premières cotations étaient en moins-value, et en fait aujourd'hui, il nous montre tout son potentiel parce que il est dans son apogée de dégustation. Ça peut arriver, mais tu dirais que c'est quand même à la marge et c'est pas voilà. Alors ça peut arriver. En fait, aujourd'hui, on est, si ça arrive, on est vraiment dans un effet, en tout cas de perte, ou on est dans un effet conjoncturel. Ce qui est clairement le cas à date. On est dans un moment où le vin doit se réinventer. Et il y a plein de solutions. Et je pense que YouWine a fait partie de ces solutions-là pour rendre le vin accessible. Et donc, en fait, c'est un moment, quand on sait qu'on est dans le dur, c'est les moments où il faut investir. Il faut investir au son du canon. Il y a des opportunités très importantes à faire, notamment sur les fameux livrables. Donc, je te disais tout à l'heure, mon modèle économique n'était pas d'acheter sur le livrable. Cette année, on fait vraiment une exception parce qu'on achète beaucoup de livrables, parce qu'on les trouve avec des prix très, très intéressants. Et sachant qu'on a un investissement qui a 5, 7, 8 ans, aujourd'hui, c'est clairement le moment d'investir parce qu'on a des opportunités énormes, notamment les fameuses opportunités de marché, donc l'achat de livrables, parce que dans 5, 7, 8 ans, le marché se sera réinventé, sera reparti. Et voilà, donc là, on est dans un moment où il faut acheter et surtout pas revendre, parce que les prix de vente sont un peu à la casse, là. Et la thèse, justement, de la raison des prix de vente à la casse, c'est ce que tu nous disais au tout début par rapport à l'effet Covid, c'est ça? L'effet Covid, ouais. L'absorption de la marge des grands crus classés dans le temps, et ce qui a diminué au fur et à mesure la marge des distributeurs derrière. Et donc, au bout d'un moment, ils ont commencé à arrêter. Et là, c'est toute la chaîne qui est revenue derrière. À partir du moment où votre caviste arrête d'acheter du Bordeaux, forcément, ça va revenir derrière sur l'importateur, ensuite sur le distributeur, sur l'importateur, et ensuite sur le négociant. Donc ça a mis un petit peu de temps d'arriver à ce niveau-là. Mais c'est là où si on remet la distribution au cœur de nos modèles, on va retourner tout ça et on va ramener du sens. Sachant que moi, j'ai beaucoup d'optimisme sur l'évolution de notre filière. Parce qu'en fait, les nouvelles générations sont là, ils veulent boire du vin. Les produits n'ont jamais été aussi bons et aussi durables. Donc, on a des produits qui répondent aux besoins des nouvelles générations notamment. Il y a juste
plus l'intermédiaire au milieu. Donc moi, je suis là à dire coucou, je suis là. On est là, les gars. Hein. Si vous voulez du vin, on est là. Donc il faut juste accélérer pour montrer qu'on est là. Et ça, c'est le même constat, mais partout dans le monde. Donc c'est vraiment sur le débouché qui va s'ouvrir. Il va y avoir un effet de rattrapage. C'est un petit peu ta thèse par rapport à ça, notamment parce que la canaux de distribution et autres qui avait été provisoirement rompu peut-être et arrêté. Il y a aussi l'effet international, je crois, où la consommation est tirée de ce niveau-là. Est-ce que sur mon périmètre vin, alors encore une fois, nous on est sur les grands crus classés. On a les deux principaux marchés de consommation sont la Chine et les États-Unis. Et on peut même quasiment faire un Pareto, 50 à 60% en Chine et le reste aux États-Unis. Donc on est sur on va dire à 50% consommé de nos grands crus du monde consommés en Chine et 30% aux États-Unis. Voilà, c'est à peu près ça. Moi aujourd'hui, j'ai tiré mes investissements sur la Chine. On a ouvert notre filiale en janvier 2020. On l'a tenu. Ça, c'était important parce que ça, c'est 800 000 euros que j'ai fait juste pour tenir mon bureau. Évidemment, le business plan, il a jamais porté ses fruits. Mais aujourd'hui, on est là et on attend qu'une chose, c'est que ça reparte et ça commence à repartir, quoi. Voilà. Donc, il y a la Chine pour ça, pour la consommation. Et bon, là, on attend un petit peu dans 2 ans. J'aimerais bien aller aussi voir ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique parce que évidemment, c'est un marché très important. Dans un court instant, on verra comment YouWine aborde le problème lié au stockage ou la traçabilité dans le vin, à quel risque on s'expose sur cette classe d'actifs et quel niveau de rendement on peut espérer y récolter. À tout de suite. Alors, d'un point de vue du consommateur investisseur, une des grosses inquiétudes, un peu craintes, le sujet important, c'est notamment par rapport à 2 choses, le stockage, la sécurité, la traçabilité de ces produits-là. C'est vraiment le cœur du maintien de la valeur. Comment est-ce que tu penses qu'est la valeur, la façon la plus optimale, notamment de stocker? Donc tu disais par exemple, chez vous, je crois que vous avez des entrepôts en propre. Il y a d'autres aussi dans le secteur qui ont par exemple qui laissent les actifs sur les ports francs de Suisse par exemple ou autres, avec l'effet notamment fiscal, par rapport à la TVA, etc. Comment tu vois les choses? Alors nous aussi effectivement on fait une étape aussi au Port Franc de Genève quelques semaines voire quelques mois et pas plus et après on les ramène à Bordeaux. Alors aujourd'hui c'est une prestation qui est externalisée mais on le contrôle. Alors globalement la sécurisation sur la logistique est assez facile et la preuve en est par les coûts d'assurance qui sont relativement compétitifs. Donc il y a très peu de sinistres. Mais gérer des bouteilles, c'est vraiment compliqué. Les inventaires, on fait des inventaires, les bouteilles, elles ont pas bougé, on sait plus où elles sont. C'est comme ça. On les retrouve évidemment. Y a pas de problème. Les sinistres, on en a un tous les 2 ans et on arrive tout à fait à s'en occuper. Nos vins sont assurés à leur valeur marché. Donc la priorité, c'est une valeur de remplacement. Donc on rachète et on nous rembourse. Et ça marche très très bien. Il y a un autre point important quand même avant de dire que les caisses sont bien protégées dans des conditions optimales et tout, parce que ça on peut prouver qu'on a les caisses, donc les émises par exemple chez D'Artes qui est notre entrepositaire ou au Port Franc de Genève, c'est la garantie déjà, c'est ce que mon prestataire, mon mandataire m'a acheté les vins. Et ça c'est autre chose parce que il faut quand même garantir qu'il n'y ait pas eu par exemple de double vente. Ça aussi c'est un point clé. Et d'ailleurs, c'est avec le scandale qu'il y avait pu avoir sur 1855. Alors, c'était pas un site d'investissement, mais c'était un site qui vendait des vins en primeur et il vendait des bouteilles qu'il n'avait pas. C'est la raison de ce scandale qui était à venir et qui s'est avéré, sur laquelle je suis allé voir l'autorité des marchés financiers pour protéger mes clients, leur expliquer mon mode de fonctionnement, mettre en place les éléments qui permettent d'assurer que lorsque je leur vends bien une bouteille, la bouteille a bien été achetée. Donc pour ça, il y a des audits. Nous, on a des audits qui sont faits par notre commissaire en compte qui certifient que les bouteilles ont été là, qui certifient aussi que les bouteilles sont physiquement là tout au long de la vie. Donc ça, c'est des choses importantes. Les règles du jeu aussi. Quel est mon mode de rémunération? Voilà, au départ, sur les frais de gestion, les frais de stockage, à la revente, comment ça se passe? Ça aussi, c'est des choses qui sont expliquées à l'AMF, les risques, les conflits d'intérêts et tout ça. Donc ça, c'est vrai, j'étais un peu précurseur pour amener ça. Ça m'a pris 4 ans pour obtenir ce fameux enregistrement en qualité d'intermédiaire en divers. Donc je suis assez fier d'ailleurs d'avoir fait jurisprudence sur ce cas-là. Et aujourd'hui, on est 3 dans le vin à avoir eu cet enregistrement. Il y en a un dans les forêts. Voilà. T'as ouvert les portes, quoi. J'ai ouvert, là-dessus, j'ai carrément ouvert les portes. Ouais.
Non, Après, on n'a pas les mêmes modèles économiques, on n'a pas le modèle d'investissement. Ça c'est d'autres choses. Il n'y a pas les mêmes expériences aussi, parce que quand je te disais, nous on cherche les ROI. Il n'y a vraiment pas que le financier. Et d'ailleurs, il faudra que tu me poses cette question quand même. Quels sont les risques derrière? Pourquoi il faut pas investir? Parce que il faut que j'y réponde de façon claire. Mais derrière, il faut aller chercher tous les à côté. L'expérience. Nous, on a beaucoup d'événementiels chez nous. On fait quasiment un événement par semaine, que ce soit des wine tours ou des soirées dégustation. On a aussi beaucoup de digital pour avoir le reporting de ces caves perso, caves d'investissement, caves des enfants, tout ça. On connecte toutes nos bouteilles avec des puces NFC aussi depuis 2 ans. C'est 100 000 bouteilles. On est les seuls à avoir industrialisé ça. Aujourd'hui, toutes nos bouteilles qu'on envoie à nos clients sont équipées d'une puce NFC. Et le principe, c'est d'avant de l'ouvrir, on tag la bouteille et on fait -1 dans sa cave. Et grâce à ça, moi, le client, il a +1 dans ses dégustations, il a son stock qui est à jour dans sa cave. Moi, j'ai l'information, donc je connais les stocks et les fûts de mes clients, et donc je suis capable de lui offrir un réassort de vin en fonction de son rythme de consommation et ce qu'il aime. Tu vois jusqu'où on va? Ouais. Donc là, vraiment sur l'optimisation et la personnalisation en fait de la consommation pour le conseil et le service derrière. Tu parlais alors justement sur la traçabilité quand même. Est-ce que ça prévient les problèmes du manque forcément de traçabilité, savoir que le vin vient effectivement de la propriété où il est censé venir, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans ce secteur malheureusement. Alors là, c'est là où en fait nous on est complètement protégés, parce que notre modèle, toutes les bouteilles que l'on a, elles ont été forcément achetées un jour par Uwine à la propriété elle-même. Donc voilà, qu'après qu'elle ait été revendue à un client plutôt consommateur qui la laisse chez nous et qu'on lui livre plus tard, ou ça c'est verrouillé parce qu'on achète uniquement en allocation. Que ce soit primeur ou livrable, là vous faisiez une exception. Alors les livrables, en fait, alors c'est vrai qu'on peut faire si on fait l'exception sur les livrables pour les fameuses opportunités de marché, dans ce cas-là on va acheter auprès de nos confrères professionnels dont on connaît aussi la qualité du sourcing. Donc il y a aucun souci. Ouais. Ou ça peut être aussi au niveau des châteaux, parce que ça aussi on le fait aussi, c'est-à-dire qu'on demande des livrables auprès des domaines aussi, ce qui nous permet de renforcer nos allocations. Parce qu'ils aiment bien les domaines, quand on achète des vieux millésimes, ça nous permet parce que les locations c'est un vrai goodwill, compliqué d'avoir les allocations qu'on a, elles sont extraordinaires, et aujourd'hui il y a une demande qui est beaucoup plus forte que l'offre qu'ils donnent, donc forcément ils choisissent leurs clients. Donc c'est à nous de montrer finalement notre modèle, le prouver notre modèle économique et montrer qu'il a du sens pour eux et qu'il est valorisant et non pas spéculatif, quoi. Est-ce que vous êtes dans votre modèle justement un des seuls à vous rapprocher exclusivement de grandes propriétés pour être vous êtes exclusif dans la distribution directement avec le consommateur? Comment ça fonctionne? Avec la propriété, tu veux dire? Les propriétés, Non, ça heureusement, et jamais de la vie je demanderai d'avoir ça. Il faut de la concurrence qui soit saine. Ce qu'il faut, c'est que la concurrence, en fait, elle soit pas sur le prix, elle soit sur la valeur ajoutée. Donc ça, c'est un peu un chantier que je suis en train de demander au château de faire, en disant mais maîtrisez vos prix de vente. Même je recommande à ce que le prix grande surface, caviste, internet soit le même. Et c'est au château de nous dire ça pour protéger l'ensemble de la filière sur le fait qu'il y ait bien de la marge, et donc ils continuent à commercialiser les produits du château, et à partir du moment où il y a de la marge et qu'ils les vendent, tout le monde est content derrière. Donc derrière, ça veut dire que la compétition, elle doit se faire sur la valeur ajoutée. Avec Uwine, on a des bouteilles connectées. D'autres, ils font pas ça. D'autres, il y en a, c'est des boutiques physiques. On n'a pas la même expérience quand on achète une boutique en physique que quand on achète sur Internet. Mais le prix, il faut faire un gros boulot là-dessus pour amener un peu plus de rigueur, quoi. Ouais. Tu mentionnais les risques, du coup. Est-ce que quels sont pour toi les grands risques d'investir dans le vin aujourd'hui? Ouais, pourquoi ne pas investir dans le vin? Mais en fait, le premier, le risque, quand on a un modèle qui est bien fait. Alors AMF, ça c'est fondamental. Derrière, qu'on croit en l'aventure, aux personnes qu'il y a derrière et tout ça. Le risque aujourd'hui, d'ailleurs, nous, on a verrouillé tous les risques. Le risque, c'est la liquidité des actifs. Il est là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où l'actif est illiquide, et en fait le vin, ça doit être un actif liquide, il est liquide dans des périodes compliquées. On va pas demander à un restaurant d'acheter des bouteilles de vin alors qu'on est en plein Covid. C'est trivial. Voilà. Et donc à partir de là, s'il y a les liquidités, il faut se dire qu'est-ce que je fais? Je bois la bouteille ou j'attends. Ça c'est important. Et donc à partir de là, comme c'est liquide,
cet investissement doit être absolument minimum. Moi, je pense que c'est moins de 5% des investissements qui doivent être faits. Je suis plutôt même sur du 2%. Voilà. Et avec aussi une idée, et d'ailleurs c'est le cas de nos clients, c'est de dire bon, ben voilà, mes vins qu'on fait des moins-values, ça reste des grands vins. C'est pas parce qu'ils n'ont pas performé qu'ils sont pas bons. Et donc l'idée, c'est d'aller les consommer. Les vins liquides, je les bois. Et voilà, et j'attendrai que ça se passe derrière. Donc ça, pour moi, c'est le risque numéro 1, quand tous les autres risques, on en a quand même pas mal parlé, sont sécurisés. Et ça, tu peux le savoir à l'achat, en fait, le niveau de liquidité qu'il va y avoir, parce qu'on est sur des horizons très longs. C'est là où, en fait, j'étais à l'époque, notamment les primeurs, l'achat primeur, donc c'est 350 domaines qui avaient droit à être vendus en primeur sur 6520 à Bordeaux. C'était un gage de liquidité sur la place de Bordeaux. On passait par un courtier et on pouvait revendre derrière. Et ça a un peu disparu parce qu'aujourd'hui, voilà, le marché doit se réinventer. Ça reviendra après demain. Donc voilà, quand on est dans ces phases un petit peu compliquées, c'est là où il faut faire un peu le dos rond et au contraire en profiter pour acheter. Donc il faut pas avoir besoin de ce cash. Ça, c'est vraiment important. L'autre point aussi, c'est notamment par rapport à ce sujet spéculation, c'est dire voilà quel sens que j'amène là-dessus. À partir du moment où on fait un investissement qui va avoir du sens pour la distribution, forcément au bout d'un moment ça va repartir. Les vins sont là, nos fameux investisseurs. Je sais que c'est les vins que toi tu peux t'offrir, c'est les vins que je peux m'offrir aussi. Là, donc à partir du moment où on est là-dedans, moi je crois que le risque finalement de retournant de bulle, il est beaucoup moins important parce que ça reste c'est une distribution quoi. Comme on est sur des horizons longs aussi, il y a des risques qui sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années n'ont pas forcément cours, mais qui peuvent avoir lieu sur les horizons beaucoup plus longs, et je pense notamment au changement climatique. Comment est-ce que ça peut impacter la production et du coup la valorisation des biens? Ouais, c'est vrai on la pose aussi souvent cette question. Et mais en fait, alors aujourd'hui, le réchauffement climatique, pour le moment, il n'existe pas dans les vignobles, même au sens général, parce que on n'a jamais fait d'aussi bons vins. Les technologies aussi sont là, ont permis de faire des vins d'aussi bons vins qui se dégustent jeunes et qui ont un potentiel de garde incroyable, comme il y a 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, c'est plutôt favorable. Par contre, les domaines sont en train d'anticiper ça. En plus, ils ont fait leur transition quand même au niveau écologique. Ils sont maintenant tous les grands crus sont durables. Il faut savoir que leur asset, leur goodwill, c'est leur terre. Et donc, par contre, ils sont en transition là-dessus. Donc, il y a des solutions qui existent, notamment l'agroécologie, qui avec dedans l'agroforesterie, qui consiste à planter des arbres fruitiers, mettre des haies pour essayer d'avoir un peu d'ombre, faire des choses comme ça, et qui vont permettre aussi d'éviter aussi les impacts en cas de grosse chaleur. 2022, qui est un millésime extraordinaire, par exemple, il y a eu une sécheresse énorme avec les incendies qu'on a eu sur le bassin. Et ça ne nous a pas empêché de faire un millésime extraordinaire. Et les vignes ont été extrêmement robustes alors qu'il y avait beaucoup de sécheresse, quoi. Sur cet aspect, je fais une parenthèse, quand tu dis millésime extraordinaire, là tu penses l'abondance de la quantité, les avis des experts à la sortie au niveau de la production? Non, je parle pas de volume, là je parle de qualité. Alors ça aussi, par contre on a tendance à avoir des millésimes qui ont des rendements beaucoup plus faibles. Alors c'est dû peut-être aussi avec ces chaleurs qui vont condenser un peu plus les baies et donc forcément des baies plus petites, moins d'eau dedans, donc moins de jus. Il y a aussi un effet aussi, cette transition écologique qui a été faite, mais fait qu'on met moins d'entrants dans nos vies, on traite moins, et donc forcément, notamment les bio souffrent beaucoup plus, donc parce que notamment avec le mildiou, ils peuvent pas faire grand chose, et donc ils ont des rendements qui sont beaucoup plus faibles que d'autres vins, mais globalement, c'est vrai que cette transition écologique a fait baisser aussi les rendements. Ouais. Ok. Si on reprend un petit peu du coup ce que tu proposes aux clients aujourd'hui, donc en termes de risque, donc alloué en termes de gestion de patrimoine, pas plus de 5% de son patrimoine sur le vin, et voilà, il y a des risques effectivement en termes de rendement financier. Est-ce que tu as une idée de la fourchette auquel on peut s'attendre sur de... Alors je vais donner mon track record. Je pense que d'ailleurs il est public. Il suffit juste d'aller sur mon application, notre application mobile, là, YouWine, dans la partie investissement, on sélectionne le compte Customer Track Record, et là on a toute la performance exacte à date. En fait, il est en temps réel notre track record.
Aujourd'hui, nos clients ont du 4,6% net annuel sur une durée moyenne de 6 ans et demi. Ce client qui aurait investi, parce que c'est un élément important dans notre modèle, c'est qu'en fait le fait de faire des achats qui soient monomillésimes chaque année, forcément on prend un risque sur le millésime. Et c'est vrai que les performances d'un millésime à un autre peuvent être varient grandement. Et donc c'est là où nous on recommande fortement à nos clients à étaler, à mettre un peu chaque année. On préfère ça que de mettre le gros ticket en une seule fois. Et d'ailleurs je vais donner donc aujourd'hui 4,6% net, ça c'est une bouteille vendue sur une bouteille achetée moins tous les frais. Voilà, quels que soient les volumes, quel que soit le client et tout ça. Mais ce client qui aurait mis la même somme chaque année, donc depuis que moi j'ai investi dans le vin avec mes copains, donc c'est-à-dire depuis 2009 sur le millésime 2008, celui-ci serait plutôt sur du 7% net annuel. Donc on voit que la diversification sur les millésimes augmente la performance. Voilà. Et on voit aussi que finalement, parce que comme on a accéléré grandement les désinvestissements, c'est 3 millions d'euros de désinvestissements qu'on fait maintenant dans une conjoncture qui est pas bonne. Donc forcément, ça diminue un petit peu la performance. Donc on voit que faut mettre un petit peu chaque année. On est dans une constitution de cave et la performance elle viendra naturellement et les moins-values qu'on pourra avoir sur un millésime, elles seront compensées par les autres millésimes. Ok. Et est-ce qu'il y a un effet de ticket d'entrée sur ces biens? Ouais, c'est là je vais revenir un peu sur ce qu'on fait et après je vais t'expliquer les offres. Je pense que ça peut être intéressant pour tes auditeurs. Donc notre métier finalement il est assez simple. On est juste un mandataire de cave, donc sous AMF. Donc on sélectionne des vins pour le compte de clients, on achète pour leur compte, on stocke en suspension de taxes. Ça aussi c'est un élément très important aussi à avoir parce que sinon on perd le montant de la TVA lors de la revente. On revend ou on livre. Voilà. Et derrière il y a l'expérience physique et digitale. Voilà, c'est vraiment ça qu'on fait chez nous. Derrière ça, c'est quel est le projet du client. Est-ce qu'il veut d'abord investir ou est-ce que je veux d'abord consommer? Si c'est d'abord investir, donc là on a une offre, c'est un mandat CAF Invest. Via ce mandat-là, en fait, il nous alloue une somme. Donc c'est à partir de 10 000 euros et idéalement par an, comme je te l'ai expliqué juste avant. Et là, il va nous sélectionner ce fameux profil de risque. Je veux un portefeuille Rising Stars, Legend ou Famous Seconds. Et là, c'est nous qui faisons la sélection des vins. Donc le client ne choisit pas, c'est parce que nous c'est un mandat qui est totalement délégué. Et c'est nous qui irons chercher la revente. On questionnera évidemment en revendre les vins, dont il sera l'unique propriétaire lorsqu'on a émis la facture d'achat. Donc évidemment, on le questionne pour savoir ce qu'il veut faire, mais ils nous suivent quasiment tous les recommandations. Et là, on le met en vente. On a aussi une offre de private equity qui est complémentaire de celle-ci. Je pourrais en reparler juste après. Là, à côté de ça, donc il dit maintenant, moi, mon projet premier, c'est d'abord la consommation. J'ai envie de choisir les vins. Donc l'idée, c'est qu'on est sur le mandat CAF Conso, qui est en cours là de validation auprès de l'AMF. Donc là, c'est lui qui choisit les vins. Il achète dans les mêmes conditions que sur la Cave Invest. On lui stocke ses bouteilles. Et c'est à lui de nous dire quand est-ce qu'il a envie de les vendre. Donc c'est lui qui prend en fait cette responsabilité sur la revente derrière. Donc mais l'idée c'est plutôt de la conso, mais s'il veut se délester ou peu importe la raison, il pourra également même mettre les vins en vente dans les mêmes conditions que la Cave Invest. Voilà. Et YouWine Grand Cru, donc l'offre de private equity, en fait on crée une société chaque année qui fait des augmentations de capital pour acheter de nouveaux millésimes en primeur en allocation. Donc tu vois le modèle économique est le même. On la commercialise les vins entre la 5e et la 8e année. Donc l'idée c'est de transformer 80% du montant de souscription en vin. Donc on voit qu'il y a une sécurité qui est amenée par l'actif. Le premier jour du 9e exercice, on liquide la société et on donne le boni de liquidation aux actionnaires. Donc idéalement c'est du cash parce qu'on a revendu tous les vins, mais s'il en reste un petit peu, on pourrait proposer aux clients d'avoir une partie du boni en bouteille. Là l'avantage de cette offre c'est qu'il y a un avantage fiscal au départ. Le 150 OBTR, donc ça c'est le remploi d'apport-cession dans le cadre d'une cession d'entreprise. Le Madelin, la réduction d'impôt sur l'IR. Voilà, donc tu vois, 3 offres. L'offre de private equity, une offre de mandat qui a 2 volets, invest et conso. Ok, donc il y en a vraiment pour tous les profils. Sachant que le plus agressif, tu dirais que c'est le private equity? Il y a quand même la sécurité qui est amenée par l'actif là. La différence, c'est que dans le private equity, en fait, on a une part d'une société qui a l'actif. Donc on est dépendant du gestionnaire du gestionnaire de la société qui est YouWine. Alors que dans le mandat, le client est l'unique propriétaire de ses vins, donc il en fait ce qu'il veut. Donc il est beaucoup plus libre de décider ce qu'il veut faire derrière. Mais il n'y a pas de carotte fiscale avec, en tout cas à l'entrée, parce que je pense que tu vas me questionner sur la sortie, comment ça se passe au niveau de la fiscalité. Mais à l'entrée, il n'y a pas de carotte fiscale.
sur le mandat. C'est le côté, il y en a un qui est un peu plus actif que l'autre est plus passif, hands-off. Voilà, exactement. Ouais. Donc tu vois, c'est des offres qui sont en fait finalement complémentaires. Je me fais un ticket pour réduire mon IR, j'ai mis 100, ça me coûte 75, Yuan va acheter pour 80 de 20. Bon voilà, c'est un peu ça le modèle de base. Bon évidemment, il y a des frais qui sont des frais de fonctionnement de la société et tout ça. Donc je lui dis j'ai un petit ticket pour l'IR parce que voilà, comme ça je t'efficace un peu. Et je me fais ma cave aussi perso. Moi j'ai les clients, ils sont globalement, ils ont 2 ou 3 offres. Hein. Sur la sortie, tu le mentionnais, enfin tu l'indiquais, sur la plus-value, fiscalisation. Donc, dans Yuan Grand Cru, c'est des titres, c'est des valeurs mobilières, donc comme dans le private equity, donc la durée de détention évidemment, et elle est supérieure à 8 ans, donc ça dépend ce qu'on veut faire. Donc on va dire globalement la flat tax. Par rapport au mandat, donc cave Vinette, cave conso, c'est la même chose. En fait, c'est la même fiscalité que les bouteilles que nos clients ont chez eux. Toi, les bouteilles que tu as chez toi, c'est pareil. Nous, on est juste mandaté pour gérer tes bouteilles chez nous, en ton nom, tu vois. Et donc là, on est sur la fiscalité des biens meubles. Et qu'est-ce qui est dit sur la fiscalité des biens meubles? C'est que si on fait des ventes unitaires au-dessous de 5 000 €, il n'y a pas d'obligation de déclaration et donc d'imposition derrière. Et c'est là où notre modèle économique a du sens, c'est qu'en fait, comme nous, on revend les bouteilles en retail derrière, j'ai beau faire des autofacturations. Une autofacturation, c'est quand on émet une facturation pour le compte du client pour pouvoir lui donner l'argent suite aux reventes. Donc ça, on fait ça tous les trimestres. Donc on a beau lui faire une autofacturation supérieure à 5 000 €, par exemple 10 000 ou 15 000 €, derrière, on est capable de justifier qu'il y a eu autant de clients différents, parce que c'est des clients retail qui ont été là, qui ont acheté les bouteilles à telle cliente et les bouteilles à tel client. Et donc, avec des dates aussi différentes. Donc à partir de là, on est bien sous les seuils. Si on doit vendre massivement en B2B parce qu'un client qui veut vendre rapidement, là on peut être au-dessus des 5 000 €. Et dans ce cas-là, on lui recommande de faire les choses bien pour déclarer ses plus-values. Même si elle est fait aussi d'unitaire, c'est-à-dire que c'est à la bouteille les 5 000 €. Donc alors c'est à la vente en fait. Ah, c'est à la vente. Non, c'est pas la bouteille, c'est vraiment la vente, c'est le lot. Donc tu peux avoir vendu, je sais pas, 3 caisses différentes, 4 caisses différentes. Si tu l'as vendu à un seul client, à une date donnée, tu vois, c'est un client, une date donnée. Et si c'est au-dessus de 5 000 €, il faut la déclarer. Donc c'est vraiment par vente. Okay, par vente par client. D'où l'intérêt de parfois peut-être vendre en séquencé, quoi, finalement. Et en fait, c'est ce qu'on fait chez nous. Ouais, nous, pour dire comment marche le désinvestissement, en fait, c'est au mois de novembre chaque année, on crée ce qu'on appelle nous un badge de désinvestissement. Donc on va sélectionner les vins qu'on pense rajouter dans notre catalogue de vente. Tu vas sur notre site internet, là, tous les vins livrables, ce sont les vins de nos investisseurs. Hein, c'est pas les vins Yuan. Yuan, il n'y a pas de stock. Et derrière, on leur dit, voici la recommandation qu'on vous fait, voici les performances qu'on vous attend, le prix qu'on voudrait proposer en B2C. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Là, ils nous disent, go, non, ah non, ça, j'ai envie de le garder, je préfère que tu me le livres et tout ça. Ok, voilà. À partir de là, nous, il arrive une autre phase parce que tu ne vends pas comme ça. Ça aussi, c'est un point important. La vente est longue. On parle des liquidités. Aussi, nous, les délais de vente sont longs parce que justement, on vend en retail. Après, nous, il faut voir qu'est-ce qu'on va envoyer en Chine pour notre marché chinois, qu'est-ce qu'on va garder chez nous. Il faut faire tous les packshots qui vont bien, marketing, produits, etc. Ça prend 6 mois. Hein. C'est très très long de faire ça. Et après, on les met en vente. Et après, la vente, c'est le client qui arrive et qui prend le millésime ou pas. Et après, à nous, c'est de faire des actions de promotion pour essayer d'inciter les millésimes qui mettent un peu plus de temps pour vendre. Donc ça aussi, ça peut être très très long. Hein. Ouais, on est un peu comme sur de l'immobilier, quoi, finalement. Même si c'est du bien, enfin, je veux dire, en termes de délai, on est sur du délai long, quoi. C'est vrai, exactement. Ouais, non, c'est important. Et sur l'aspect toujours réglementaire et fiscal, mais plus réglementaire, du coup, je pense parce que ça donne l'impression quand même que cette activité, elle est un petit peu dépendante aussi des mécanismes fiscaux. Il peut y avoir des changements dans la façon dont la fiscalité est vue et dont les aides fiscales peuvent être données qui attirent ou pas une année sur l'autre de la consommation. Ouais, alors, c'est vrai que cette fiscalité des biens meubles n'a pas évolué. Est-ce que les gouvernements voudraient un jour, je sais pas, l'ajuster? Effectivement, ça peut être un risque. En tout cas, nos clients, ils viennent pas pour la fiscalité à la sortie, ils viennent pour la diversification, ils viennent pour le plaisir en fait. C'est avant tout ça. D'ailleurs, c'est pas. On n'en parle pas tant que ça, c'est pas un argument qu'on sort, c'est marqué évidemment dans nos éléments parce que c'est une question importante, on a une note fiscale et tout derrière, mais bon voilà, aujourd'hui la fiscalité est là, elle n'a pas bougé, donc il n'y a pas de raison que ça change là-dessus. Ouais.
Si je t'entends bien aussi sur la façon pour les utilisateurs, en fait, c'est un investissement qui est dans le temps, qui peut se faire en parallèle, qui peut être assez passive, qui permet de s'intéresser si on veut s'intéresser, mais aussi juste simplement de rester un petit peu en retrait si on veut juste être intéressé à long terme. J'imagine qu'il y a un aspect important pour suivre tout ça, c'est tout le tracking, c'est des apps, c'est qu'il y a des gens beaucoup friands de ça en ce moment avec des offres comme Finari qui sont en open source qui permettent de traquer plus ou moins bien, mais le patrimoine, en tout cas la volonté de tous les actifs qu'on a en patrimoine. Comment est-ce que vous permettez aux clients de suivre leur patrimoine? On a une app incroyable on met à jour nos cotations tous les mois. Et donc nos clients sur leur application mobile, ils peuvent suivre la performance de tout leur portefeuille. Et on distingue bien ce qui est de la cave invest. Dans la cave invest, il peut y avoir Yuan Grand Cru, donc notre offre de private equity, s'ils deviennent actionnaires, ils auront accès à ça aussi. Et après, il y a la cave conso, donc il suit bien les performances de tout ça. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez sympa de voir ce qui se passe, ce qui a bien performé. Et nos clients, ils le montrent aussi à leurs amis. Donc c'est des jolis graphes. Bref, on a tout ça. On a aussi des reportings qu'on appelle le compte rendu de gestion qu'on envoie en fait sur demande ou une fois par an. Nous, on l'envoie automatiquement une fois par an, mais les clients, quand ils nous demandent, on peut leur envoyer aussi de façon automatique. Là, qui est un PDF en fait avec des tableaux qui sont un peu plus classiques, quoi. Mais l'application, c'est vraiment l'élément clé, ouais. App propriétaire, pas de projet de passer en open source, notamment pour aller sur notamment Finari ou autre. Pourquoi pas se maquer avec eux? Moi, j'ai pas de problème, qu'ils me contactent et évidemment, si ça peut être agrégé avec les autres investissements que font les clients, mais avec grand plaisir. Et faire une API avec d'autres pour qu'il y ait des agrégations, faire des partenariats comme ça a beaucoup de sens. Ouais. Moi, j'ai aucun problème pour me maquer, c'est assez facile même pour me maquer avec eux. Super. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas mentionnées que tu souhaiterais couvrir ou apporter à l'attention des auditeurs qu'on n'aurait pas forcément mentionné sur cet aspect? Tu l'as un peu dit là, mais je vais la redire là, ce qui était un peu en fait l'usage, parce que c'est bien d'être là-dessus. En fait, un client, il peut nous laisser nous prélever la même somme chaque année. Donc 5 000, 10 000 euros, il aura vraiment l'investissement, mais par exemple 5 000, 3 000 euros, il sera dans la cave conso. Donc on lui prélève la même somme chaque année. On lui livrera automatiquement des bouteilles prêtes à boire suivant son rythme de consommation et ce qu'il aime. Ce qu'il ne boit pas, il le revend et il finance toute ou partie de sa conso. Aujourd'hui, ça peut être complètement automatisé. Il a rien à faire à part taguer sa bouteille avant de l'ouvrir et faire -1. Et là, on va pouvoir l'accompagner comme ça tout au long de sa vie dans la constitution donc cette cave et l'évolution de ses goûts, parce qu'on évolue aussi derrière. Ça peut être complètement automatisé déjà chez eWine. Donc typiquement, on achète 10 bouteilles, on en consomme 2. Ouais, t'es sur le même schéma. Ouais, c'est exactement ça. 2 et on en vend 8. Ouais. On en vend 8 old, 5-10 années. Tu reconstitues ta cave à 2,10, t'en consommes 2, t'en vends 8, tu reconstitues ta cave de 10, etc. etc. Ouais, c'est vraiment le modèle vertueux de eWine. Ouais. Non, c'est cool, c'est intéressant parce que c'est aussi différent et c'est une proposition qui a beaucoup de sens et qui permet aux gens d'investir de façon intelligente, mais sans avoir à être activement non plus à faire du trading ou de la spéculation. J'ai un mot derrière ça, j'appelle ça de l'asset private equity. Parce que le risque, on a dit que c'était la liquidité. Moi, je raconte en réponse à ça, je dis, moi, je vais vendre des bouteilles connectées aux wine lovers de la planète. T'achètes pas. Donc finalement, le risque, c'est un risque de private equity. Donc en fait, tu fais une démarche de private equity dans laquelle eWine a fait en sorte de sécuriser au maximum de ton investissement en le mettant sur l'asset. L'asset, c'est pour toi. C'est ça qu'on a fait, c'est de l'asset private equity. Il y a la distribution derrière. Et ça, c'est hyper important d'avoir une logique d'investissement qui va dans une distribution. Et c'est vraiment, je pense, ma plus belle fierté chez eWine, c'est qu'on est vraiment inscrit dans ce schéma-là. Super, Thomas, merci beaucoup pour tout ça. Je crois qu'on arrive un peu à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des ressources que tu penses qui sont vraiment pertinentes pour les gens qui s'intéressent, qui veulent aller un peu plus loin sur ce sujet-là? Je trouve que ce qui est marqué sur Internet, c'est très low level. C'est souvent les mêmes choses. Ça manque de vérité optimiste, clairement. Donc, il n'y a pas grand-chose sur l'investissement dans le vin qui serait là. Donc, il faut contacter les acteurs, chacun.
et aller avec celui qui dans lequel on aurait le plus de match, le plus de confiance, dans lequel le modèle on s'inscrirait le mieux, voilà. Mais j'ai pas de ressources qui permettraient de donner quelque chose de vraiment clé sur l'investissement. Ouais. Et les gens peuvent te contacter directement. C'est quoi le meilleur canal? LinkedIn, c'est pas mal. C'est le seul réseau social que j'utilise, mais je suis dessus. Sinon, par email, tu peux le faire suivre aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup pour ce temps, pour cette conversation. Merci Paco. Très intéressante. Et puis à très bientôt. Au plaisir. Salut Thomas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.